Et c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée où nous avons le plaisir d'être accompagnés par Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie Jourdan. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. On va revenir avec vous sur les différentes stratégies qu'on peut mettre en place quand on suit les marchés américains comme vous. Des marchés américains d'ailleurs qui ont clôturé dans le rouge hier soir à la suite des annonces de l'AL Brainard, enfin en tout cas des estimations de l'AL Brainard qu'on prend effectivement pour des annonces, notamment sur un rythme de réduction du bilan de la Fed plus fort, plus rapide et surtout plus soudain que prévu. On va voir effectivement comment vous intégrez ça dans votre stratégie. Juste avant, je vous propose de commencer par une actualité qui va nous amener à parler de la tech. On a vu le cours de Twitter progresser fortement depuis le début de la semaine, en lien avec l'annonce de l'entrée au capital d'Elon Musk, donc au capital du réseau social. C'est un épiphénomène, entre guillemets, dans une tendance de long terme depuis le début de l'année sur les techs qu'on voit à la peine finalement. Alors effectivement, le Nasdaq réduit ses pertes, mais quand même un secteur de la tech qui est à la peine depuis le début de l'année. Est-ce que du coup, vous confirmez qu'aujourd'hui, quand on est gérant action, on regarde plus ce qui se passe du côté de la value et on laisse de côté ce qui se passe du côté de la croissance ? Alors, effectivement, donc, si on reprend sur Tesla et sur Twitter, leur performance depuis le début de l'année est assez atypique par rapport aux valeurs de technologie de manière générale. C'est vrai que à la fois, on a vu depuis finalement le mois de décembre dernier des flux plutôt sortants des valeurs de croissance dans la perspective en fait du cycle de resserrement monétaire. Et on le voit en général, historiquement, on a effectivement une contraction des PE qui précède en fait les cycles de resserrement monétaire. D'accord. Et en général, effectivement, toute cette période-là est une période un petit peu de réajustement parce que il y a une réévaluation en fait, notamment des valorisations futures. Et dans ce contexte-là, on a vu que Tesla, pour sa part, continuait pour le coup de progresser. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on a un groupe qui est assez atypique dans le secteur automobile, alors que le secteur automobile fait face à de nombreuses difficultés, notamment des problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'inflation des matières premières, etc. Et que finalement, Tesla, malgré cet environnement qui était très compliqué, a réussi à produire et livrer en fait le nombre de modèles tels que attendus par le marché. Donc c'est effectivement quelque chose qui est assez atypique. Après, le fait que Elon Musk effectivement souhaite prendre une participation, Twitter, ouais. Je dirais, il faut le rapprocher peut-être de ce qu'avait fait Jeff Bezos il y a quelques années quand il avait investi de manière forte dans le Washington Post. Donc c'est vrai que là, on parle effectivement de choses qui sont, comme vous disiez, sans doute des épiphénomènes, mais de manière plus globale sur la tech, en effet, on a eu des réajustements de valorisation. On a vu que le marché avait sanctionné de manière assez forte tout ce secteur-là, en dépit finalement de la visibilité et de la croissance à venir de tout ce secteur. Et quelque part, ça nous a rappelé qu'effectivement, on avait ces forces de rappel qui étaient que finalement, on était dans un cycle à la fois de hausse des taux et effectivement d'accélération du cycle économique. Aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation différente. On doute un petit peu plus, notamment en lien avec les annonces de la Fed, c'est qu'il y a ce sujet inflation qui pousse la Fed à réagir. Donc, on a eu une première hausse de taux de 25 points de base. Aujourd'hui, tous les indices tendent à confirmer que la prochaine hausse de taux sera de 50 points de base. On a une réduction du bilan de la Fed qui est plus ou moins acté, même si ça n'est pas encore acté officiellement. Comment est-ce que on navigue dans ce contexte, Julie Jourdan, avec effectivement des choix d'investissement à réaliser au quotidien, avec la crainte que potentiellement les actions de la Fed peuvent venir peser sur la croissance américaine? Je crois que c'est l'objectif de la Fed de peser effectivement sur la situation américaine, puisque leur objectif aujourd'hui, c'est vraiment de casser la dynamique sur l'inflation. Et l'inflation, effectivement, aujourd'hui, on peut, ce qu'ils disent en substance, c'est qu'il y a deux leviers. Il y a le levier de la hausse des taux et puis il y a le levier de la réduction du bilan. Donc le levier principal qu'ils voulaient actionner, c'était effectivement la hausse des taux. Aujourd'hui,
il semblerait que le deuxième levier soit actionné beaucoup plus rapidement que ça n'était prévu. Donc on aura un impact sur la croissance, ça paraît clair. La question évidemment est de savoir dans quelle mesure. Donc aujourd'hui, la Fed a déjà réduit ses estimations de PIB et table de l'ordre de 2,5 à 3% de croissance du PIB sur cette année aux États-Unis. Donc ça reste un PIB qui est en croissance, mais moins forte. Et ça, c'est un contexte qui est plutôt globalement plus favorable aux valeurs de croissance. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les valeurs de croissance qui ont été effectivement en défaveur ces derniers mois, souvent, elles ont des produits incontournables. Elles ont finalement assez peu de concurrence pour certaines, sur certains de leur marché. Ce sont souvent des revenus récurrents qui offrent une visibilité assez exceptionnelle et des structures de bilan qui sont également attractives. Donc effectivement, on a des valeurs de croissance qui peuvent sembler attractives. Mais attention, c'est une condition nécessaire pour être intéressant pour un investisseur, mais c'est sans doute pas suffisant dans un contexte effectivement de hausse des taux. Donc il faudra être aussi attentif à sélectionner des valeurs qui ne sont pas excessives malgré tout en valorisation, même si on sait qu'historiquement, la hausse des taux, une fois qu'elle a été actée, ne se traduit pas par en fait une sous-performance des valeurs de croissance avec des valorisations plus élevées que les valeurs cycliques. Et alors justement, dans le contexte actuel, comment on fait, Julie Jourdan ? On regarde par secteur d'activité ou on va beaucoup plus précisément faire du stock picking au sein de chaque secteur d'activité, même si on favorise les valeurs de croissance comme vous nous le dites ? Je crois qu'il faut vraiment être très attentif aux moteurs de croissance structurels. C'est-à-dire que finalement, on voit que dans les cycle économique, il y a des tendances de fond qui, elles, continuent d'être des moteurs de croissance et qu'il faut surtout s'intéresser à ces tendances structurelles de croissance. La digitalisation en fait partie. Très clairement, la digitalisation s'est accélérée pendant la pandémie. Elle se poursuit. On l'a bien vu encore une fois dans les résultats de Salesforce il y a quelques semaines. Bien sûr, même si ce n'est plus un sujet d'actualité, ça reste une tendance de fond. Ce n'est plus un sujet d'actualité, ça reste une tendance de croissance de fond et il faut se focaliser sur effectivement les valeurs qui peuvent justement profiter, quel que soit l'environnement économique, des moteurs de croissance structurelle. Et je pense que c'est là où il faut être extrêmement attentif, voir s'il y a effectivement des altérations de certains moteurs de croissance, est-ce qu'il y a des inflexions et ça, c'est vraiment le cœur. Parce qu'effectivement, on peut se dire, on va regarder par secteur, mais ce qui est vraiment, je dirais, le fondement de nos investissements, c'est de regarder dans la durée la capacité à délivrer de la croissance durable. Et alors justement, pour finir, on va regarder dans la durée ensemble peut-être votre scénario pour cette année 2022 à la lumière de cette saison des résultats qui va s'ouvrir bientôt aux États-Unis. Est-ce qu'on peut s'attendre à des revues à la baisse éventuellement d'un certain nombre d'entreprises en lien avec la hausse des matières premières ou de la hausse des prix de l'énergie ? Alors déjà, on voit que sur le premier trimestre, les analystes ont commencé à réviser de manière significative leurs attentes. On attend de l'ordre de 4% de croissance des profits et 11% de croissance des ventes. Donc on voit déjà, ne serait-ce que dans ces chiffres, l'impact effectivement de l'inflation des matières premières, de l'inflation salariale, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, de l'impact d'Omicron qu'on a un peu oublié, mais qui a quand même impacté... Qui fait toujours partie de l'actualité, exactement, qui a bien impacté l'activité opérationnelle de nombre d'entreprises aux États-Unis. Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà relativement prises en compte et qui ont fait l'objet de révisions pour ce trimestre. Après, la question, c'est de savoir comment va s'orienter le reste de l'année. On a finalement très peu de visibilité sur l'inflation des matières premières, parce qu'on a effectivement la situation, la guerre en Ukraine qui vient amplifier une inflation préexistante sur un certain nombre de matières premières. Puis on a la situation du Covid, de la Covid en Chine qui vient là aussi jeter un doute sur à la fois la normalisation de la croissance économique, mais aussi les chaînes d'approvisionnement. Donc tous ces éléments-là, en fait, ne permettent pas d'avoir une bonne vision sur l'inflation. Donc on peut s'attendre, bien évidemment, à une grande prudence des entreprises. Mais néanmoins, quand on regarde de manière globale, la croissance attendue sur les profits, elle est saine à ce stade aux États-Unis,
et plutôt en ligne avec la croissance des ventes, puisqu'on attend de l'ordre de 8% en moyenne. Ça, c'est les attentes effectivement du consensus. Donc à voir, mais on peut s'attendre effectivement à des entreprises très prudentes. Merci beaucoup Julie Jourdan. Je rappelle que vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.